Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je vous explique comment ma bite a failli prendre feu. Donc les amis, ça faisait maintenant près d'un an que je ne vous avais pas donné de nouvelles de ma bite. Et je sais que pour certains, c'était un véritable déchirement. Donc je m'en excuse. Je vais d'ailleurs résoudre ce problème dès maintenant. Donc depuis l'année dernière, quand j'ai acheté cette voiture, j'ai pas eu de problème avec celle-ci. J'ai roulé peut-être 4000 km avec et aucun problème. Mais il m'est arrivé une mésaventure très récemment. Alors je vais vous expliquer tout dans le détail, mais vous verrez que vous allez surtout m'entendre blablater, car forcément, lorsqu'on tombe sur un problème, on n'est pas forcément prêt à filmer. Donc aujourd'hui, ça va surtout être un vlog pour vous décrire la mésaventure que j'ai eue avec la Honda Beat. Je vous le dis tout de suite, ça finit bien. Donc petit rappel, avant de se lancer dans cette histoire, la Honda Beat, pour ceux qui ignoreraient tout de ce véhicule, déjà sachez qu'il y a une playlist concernant ce véhicule avec déjà près d'une quinzaine de vidéos. Donc si vous voulez tout savoir sur mon histoire avec mes beats, je vous invite à revoir cette playlist depuis le départ. Néanmoins, pour ceux qui n'auraient pas envie de regarder l'intégralité de la playlist, je rappelle que cette voiture donc est une K-Car, une voiture toute petite, vendue exclusivement au Japon, et c'est un modèle de collection vu qu'elle est de 92. La particularité de ce modèle, c'est d'être un modèle sport, ce qui même au Japon est relativement rare. Donc vous voyez qu'elle a vraiment un look sport, c'est un cabriolet, comme vous pouvez le comprendre via la capote, et la particularité de cette voiture, c'est qu'il s'agit d'une architecture vraiment de sportive. On a le moteur à l'arrière, d'où l'entrée d'air ici. Donc le moteur, vous ne pouvez pas le voir ici, il est sous la moquette en fait. Et donc c'est une architecture en moteur central arrière. Je rappelle qu'au Japon, la catégorie K-Car implique que la motorisation soit limitée à 660 cm3. Aujourd'hui, il s'agit d'un 3 cylindres atmosphérique qui développe le maximum autorisé dans cette catégorie, 64 chevaux. Et d'ailleurs, le fait que ce soit un 3 cylindres Atmo, ça va avoir son importance dans le reste du récit. Vous allez voir que c'est un moteur qui n'est pas VTEC, c'est un moteur M-Trek, mais qui prend énormément de tours. Donc maintenant, que je vous fasse le récit de mes aventures qui ont conduit à être à deux doigts de perdre la voiture, et en plus vous allez voir que c'est pour une raison tellement bête. Donc je vais me mettre quand même à l'ombre, parce que là, même si j'ai la casquette en plein soleil en Normandie, moi je suis pas habitué, je vais mourir. Donc je me mets à l'ombre, j'essaie qu'il n'y ait pas trop de contre-jour, et je vous raconte tout ça. Donc les amis, si vous suivez mes vidéos, vous avez dû voir qu'il y a quelques jours, j'ai diffusé sur ma chaîne un reportage que j'ai été faire dans le garage Studio Figaro. Donc c'est un garage spécialisé sur la Nissan Figaro qui se situe en Bretagne, on va dire pas très loin de Dinan. Donc forcément, moi je vis en Normandie et pas dans la Normandie qui est proche de la Bretagne, je vis presque à l'autre extrémité. Donc ça impliquait que je fasse un trajet de plusieurs heures, mais je ne voulais pas consommer trop de carburant. J'avais la possibilité d'y aller en moto, mais ce jour-là, la météo n'était clairement pas terrible. Donc j'ai pris la décision de m'y rendre avec la Beat. Tout simplement car de toutes mes voitures, c'est celle qui consomme le moins. Je vous l'ai dit, 660 cm3, elle n'a pas de turbo, c'est un moteur atmosphérique. Et donc en consommation moyenne, la plupart du temps, je tourne à 5,6 litres au 100. Ce qui est vraiment raisonnable pour une voiture de ce genre. Donc le trajet impliquait que je fasse déjà une bonne heure et demie de route, on va dire, normale. Ensuite, arriver au niveau de Caen, parce que moi je partais à peu près au niveau de Rouen. Donc arrivé à Caen, j'ai décidé de prendre l'autoroute. Et l'autoroute, avec ce genre de motorisation, c'est toujours un peu ce qui fait peur. Parce que comme je vous l'ai dit, 660 cm3, pas de turbo, ça implique qu'on va être à haut régime, et ça pendant très longtemps. Donc j'ai aucune crainte sur la fiabilité de Honda, et aucune crainte sur la fiabilité de ce moteur.
Donc j'ai décidé de tester, je suis monté sur l'autoroute à environ vers Caen et quasiment jusqu'à mon lieu d'arrivée. Donc ça fait que je suis resté 2 heures à plus de 7000 tours, je dirais entre 7000 et 7500 tours, peut-être même parfois pour des dépassements à quasiment 8000 tours, ce qui me permettait de rouler à 130, voire peut-être même un petit peu plus. Donc 2 heures pleine charge, à ce moment-là il faisait beau, donc j'étais décapoté, forcément ça fait beaucoup de bruit, mais vu que la capote est ouverte, on a le bruit du vent qui vient un peu compenser le bruit du moteur, et ça s'est très bien passé. Je suis arrivé à bon port, j'ai pu faire le reportage sur tout ce qu'il faut vérifier sur une Figaro qui est disponible sur ma chaîne, et à ce moment-là, aucun problème sur la voiture, tout fonctionnait très bien. Donc je suis resté quelques heures en Bretagne pour faire le reportage, puis il a bien sûr fallu que je me remette en route pour rentrer chez moi. Et le GPS a décidé de m'ennuyer, pour rester poli. J'avais décidé de prendre les routes secondaires. Je ne voulais pas justement repartir sur l'autoroute, pas parce que j'avais peur de la fiabilité de la mécanique, de nouveau, mais parce que j'avais pas envie de me taper 2 heures avec le bruit du moteur juste derrière les oreilles à m'arracher la tête, surtout que je voyais bien que la météo était en train de se dégrader et que la pluie allait faire son retour très rapidement. Donc, je mets mon GPS, qui se met totalement à déconner, il me change d'itinéraire au moins 5 ou 6 fois, jusqu'au moment où je me retrouve totalement perdu, vu que j'étais pas du tout dans une région que je connais, je connais très peu la Bretagne finalement. Et ma surprise a été de voir que finalement je me redirigeais vers le Mont-Saint-Michel et vers l'autoroute pour me ramener de nouveau vers Caen. Donc le GPS, alors que je lui avais bien dit de ne pas prendre les autoroutes, de ne pas prendre les voies à péage et de rester le plus possible sur les voies limitées à 90, eh bien lui avait décidé de me refaire prendre l'autoroute. Donc ça m'a fait faire déjà un détour énorme parce que au début j'allais dans le sens des routes sans péage, puis il me fait remonter à l'opposé vers l'autoroute. Donc déjà j'ai perdu facilement 1 heure de route. À ce moment-là, la pluie commençait vraiment à faire son arrivée, donc j'ai recapoté et je m'engage sur l'autoroute, prêt pour de nouveau 2 heures de route pour revenir dans la région de Caen. Et si je suivais l'autoroute en prenant les péages, je pouvais même revenir jusqu'à Rouen par l'autoroute. Mais le plus souvent, quand je fais cette route, à Caen, je sors de l'autoroute, puis je prends les petites routes. Donc je m'engage là-dessus et de nouveau, j'étais, je vais pas dire furieux, mais j'étais dégoûté d'avoir perdu 1 heure pour rien à cause du GPS qui me faisait tourner en rond. Et donc, je m'engage sur l'autoroute et de nouveau, fond de cale, 130 en permanence, vu que la pluie s'était arrêtée, il y avait juste un petit peu d'humidité sur la route. Et donc, je m'engage quasiment à fond encore pendant quasi 2 heures. Donc, après quasi 2 heures de nouveau d'autoroute, ce coup-ci avec la capote refermée, parce que c'était nettement plus pluvieux, je m'arrête pour un besoin pressant, et là, très grosse surprise. Alors déjà, il faut avouer que j'avais quelques signes avant-coureurs, donc j'avais pas pris la mesure de ces signes avant-coureurs. J'avais une odeur dans la voiture, que j'arrivais pas à identifier sur le coup. Et je pensais que c'était lié justement à l'humidité ambiante qui séchait avec le moteur qui est juste derrière moi. Je me disais que ça venait peut-être de ça. Je sors de la voiture et là, je vois qu'en fait, il y a une fumée énorme qui sort au niveau de la baie moteur. Alors, je vais vous montrer exactement à quel endroit. Donc, je vous l'ai dit, c'est une voiture avec un moteur central arrière. Donc, dès que je suis descendu de la voiture, j'ai vu qu'il y avait énormément de fumée qui sortait d'ici, qui sortait même des aérations sur le côté. Par contre, ce qui me surprenait, c'est que tant que j'étais en train de rouler, je voyais pas réellement de fumée et surtout, j'avais rien de bizarre qui sortait au niveau de l'échappement. J'ai, bien sûr, ouvert le coffre, mais malheureusement celui-ci ne donne pas réellement accès au moteur, on voit juste une partie juste ici, et dès que j'ai ouvert, de nouveau, un
un nuage de fumée et une fumée qui sent clairement l'huile. Ça se sentait à l'odeur et à la couleur de la fumée qu'il ne s'agissait pas de liquide de refroidissement, qu'il s'agissait bien d'huile. Je vérifie sous la voiture, pas de fuite visible, pas de goutte à goutte, rien. Donc je commence à flipper. En plus, je vous dis, j'étais sur une aire d'autoroute, pas moyen de se faire aider à cet endroit-là sans que ça coûte une fortune. Le moteur, lui, fonctionnait parfaitement bien. Par contre, aucun signe de perte de puissance ou quoi que ce soit, hein, ça fonctionnait nickel. Donc bien sûr, la seule chose que j'ai pu faire, c'est vérifier le niveau d'huile avec la tirette qui est juste là. Et j'ai alors constaté que j'avais perdu un peu d'huile, mais pas tant que ça. Hein. Je pense que j'avais dû perdre, un demi-litre d'huile, pas beaucoup plus. Donc, je sors de l'autoroute le plus vite possible et je me mets en quête d'un garage ou d'un supermarché afin de trouver de l'huile et de pouvoir en remettre un peu si nécessaire. Donc je me suis arrêté dans un supermarché. Hein. D'ailleurs, j'ai eu de la chance que c'était peut-être 10 minutes avant la fermeture et j'ai acheté un peu d'huile histoire de compléter si nécessaire. Ce que j'ai fait, j'ai d'ailleurs à ce moment-là revérifié le niveau entre le moment où je me suis arrêté sur l'heure d'autoroute et mon deuxième arrêt. J'avais reperdu un petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Et en étant sorti de l'autoroute, je roulais forcément moins vite. Il y avait toujours un peu de fumée qui sortait, mais beaucoup moins. C'était bien moins impressionnant. Et je pense aussi que ce qui pouvait faire que c'était moins impressionnant, c'est qu'il s'était ce coup-ci vraiment mis à pleuvoir. Donc tout ce qui était autour du moteur était rafraîchi par l'humidité ambiante, par la pluie. Donc forcément, c'était beaucoup moins chaud. Donc vu qu'il n'y avait pas de voyant de pression d'huile, que le niveau était quand même bon, j'ai pris la décision de continuer en roulant tranquille pour revenir jusque chez moi. Je pensais à ce moment-là qu'il devait y avoir un problème au niveau du joint de cache culbuteur qui aurait pu craquer ou se mettre à suinter de l'huile qui ensuite devait arriver sur l'échappement ou des parties moteurs très chaudes, et ce qui justifiait donc cette évaporation de fumée huileuse. Donc le problème, c'est que je ne pouvais pas identifier la réelle cause du problème sans aller voir le moteur. Et sur cette voiture, le moteur, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas le voir directement là. On peut remettre de l'huile ici, mais en fait c'est juste une canalisation qui ensuite descend vers le moteur. C'est pas le moteur qui serait juste ici. Donc j'ai attendu un petit peu et ensuite j'ai vérifié le moteur. Alors ici vous voyez que c'est un peu compliqué d'accès. On est obligé de démonter une partie de la capote pour avoir accès au moteur. Hop. Ensuite, il faut virer toutes les moquettes et on arrive finalement sur cette plaque. Une fois qu'on enlève la plaque, et bien là seulement on arrive sur le moteur. Et là finalement ma recherche de panne a été très rapide. Parce que vous voyez que moi je pensais que ça allait être le joint ici qui allait suinter, et en fait non, c'est tout simplement le bouchon ici, le bouchon d'huile qui s'est dévissé. Vu qu'il n'y a rien après pour le retenir, il est tombé et il y a eu des projections d'huile qui sont arrivées, j'essaie de vous montrer ça, qui sont arrivées directement sur l'échappement qui est juste en dessous. Alors, désolé pour la mise au point. Et donc, il y a eu des gouttes qui sont tombées juste en dessous. Donc forcément, vu que quand j'étais sur l'autoroute, il faisait assez beau, chaud, et le moteur était à 7500 tours en permanence, donc vous doutez bien que l'échappement, lui, il était très chaud, donc dégagement de fumée. Et j'ai eu au final énormément de chance que la température soit suffisante pour créer de la fumée, mais
pas suffisamment élevé pour que ça crée un incendie. Parce que je pense clairement que si s'il y avait eu peut-être un peu moins d'humidité ce jour-là, ou si j'avais tout simplement continué sans m'apercevoir du problème, on aurait très certainement pu avoir un début d'incendie dans la baie moteur. Et quand vous voyez l'emplacement du moteur, vous doutez bien que si un incendie commence à cet endroit-là, l'intégralité de la voiture va brûler, hein, parce que juste à côté du moteur, il y a le, comment dire, il y a le réservoir de carburant. En fait, là, bon, c'est difficile de vous montrer, mais vous voyez donc que le moteur est juste ici, le réservoir est là. Hein. Là, en fait, c'est juste le cache pour la pompe du réservoir. Hein. C'est vraiment juste à côté. Donc, vous doutez bien que si ça se met à prendre feu, on a de la moquette, on a du plastique, on a la capote. Tout peut réellement prendre très, 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 très vite. Et j'aurais pu perdre ma bite. Heureusement, donc, rien de tout ça n'est arrivé. Et après, ma surprise, ça a été au moment de trouver un remplaçant pour ce bouchon. Vu que c'est une voiture qui n'a été vendue que au Japon, je me doutais qu'il allait falloir que je m'embête à commander la pièce au Japon. Et finalement, bah non, je l'ai trouvée beaucoup plus facilement que ça. Je vais vous la montrer d'ailleurs, je viens de la recevoir. On va la remettre en place ensemble. Donc, pièce que j'ai commandée chez Honda, hein, enfin sur un site qui vend des pièces officielles Honda. Vous voyez, on a encore le petit plastique officiel. Donc, je vous mets même la référence exacte, si ça peut aider quelqu'un. Et sachez qu'en fait, si j'ai trouvé cette pièce facilement, ce n'est pas parce qu'ils ont des stocks de pièces pour les Honda Beat en Europe, c'est pas du tout le cas. C'est qu'en fait, cette référence est aussi compatible avec la Pan-European 1100, donc une moto qui a été vendue en Europe il y a de ça une trentaine d'années. Donc tout simplement aujourd'hui, bah là, je vais sous vos yeux déballer ce petit bouchon et le remettre en place, ce qui devrait résoudre mon problème. Alors j'essaie de vous mettre dans une position qui permettra de voir au mieux. Alors tout d'abord, déballage du produit. Vous allez voir que c'est un bouchon tout ce qu'il y a de plus classique. Donc il est juste siglé Honda. Et j'adore, c'est que chez Honda, souvent, bah, c'est écrit en anglais et en français. Donc c'est bien écrit huile. Huile, oil. Donc c'est clair que pour un bouchon de voiture, il paraît assez petit. Mais par contre, pour un bouchon de moto, il paraît énorme. C'est vrai que souvent on considère que le moteur de la Pan-European 1100 a été conçu par des motoristes voitures, ce qui peut justifier ce genre de pièces. Donc je remets ça en place. Ça ne devrait pas être un gros problème. Hop. Et voilà, ça se remet tout seul. Je le serre bien pour être sûr qu'il ne bouge pas. De toute façon, comme je vous l'ai montré, c'est pas par ici que moi je remets de l'huile. Ça c'est l'arrivée moteur, enfin c'est là où on met de l'huile moteur normalement. Mais en fait, il y a tout un système de canalisation qui fait que moi je le mets par le bouchon qui est là-dedans. Donc voilà, finalement, rien de très grave, mais ça aurait pu vraiment mal finir. Une petite péripétie sur la bite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remettre la capote. C'est toujours pénible de mettre la capote sur la bite. Et je pense que vous êtes nombreux à penser la même chose que moi. Donc là, je vais réinstaller la capote. Et ensuite, il ne restera plus qu'à rouler. C'est vraiment finalement la panne la moins grave imaginable. Jamais j'aurais pu soupçonner que c'était uniquement le bouchon qui avait sauté. Donc tant mieux pour moi. Cette mésaventure ne m'aura coûté que 35 € pour ce bouchon. Finalement, les frais de port étaient quasiment au même prix que le bouchon. Enfin voilà les amis pour ce nouveau vlog sur ma Honda Beat. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des anecdotes du même genre, partagez-les pareil dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour la suite des péripéties qui vont m'arriver forcément avec ma Honda Beat. Allez, à tous!